Coucou toi, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune ASMR. Je suis ravie de te retrouver ce soir pour une toute nouvelle vidéo, une toute nouvelle petite bulle de douceur sur le net. Petite bulle d'oxygène, tu sais, ton petit cadeau que tu te fais à toi-même. Petite bulle tendresse pour faire une pause dans ta longue journée ou tout simplement pour te préparer au sommeil le soir. Et pour cette toute nouvelle vidéo de ce soir, j'ai choisi des contes et légendes de Paris de Tristan Pichard et Loïc Trénéon. Tu connais la routine. Je vais te demander d'installer tes écouteurs au creux de tes oreilles, de t'allonger ou de t'installer dans une position de repos. Et quand tu seras prêt, je t'invite à fermer les yeux et expirer profondément par la bouche en creusant le ventre. Puis d'expirer par le nez en gonflant le ventre. D'expirer par la bouche en creusant le ventre. Puis d'inspirer profondément par le nez en gonflant ton ventre. D'expirer profondément par la bouche en creusant le ventre. Puis d'inspirer profondément en gonflant ton ventre. Je sais que tu apprécies ce moment, la respiration, l'air que tu fais rentrer par vagues successives et que tu repousses sont un excellent moyen de retrouver le calme, la concentration, mais la sérénité. Alors je vois que tu es prêt, fin prêt pour ouvrir le livre. Le parfum hors de prix du poulet rôti.
Depuis que Paris est Paris, depuis toujours donc, la ville doit se côtoyer les plus fortunés des bourgeois et les plus nécessiteux des indigents. Ils empruntent les mêmes rues, respirent le même air et reposent dans la même terre une fois passés de vie à trépas. Mais ils ne sont pas du même monde. Nous parlerons ailleurs des rois, des princes et des ministres, mais ici nous évoquerons l'histoire de Germain, pauvre miséreux au ventre creux qui ne possède plus un sou en poche, ou plutôt aussi 2 uniques pièces, minuscules et rognées, insuffisantes pour même s'offrir un pain. Il regarde tristement les 2 boutons métalliques au fond de sa bourse élimée. Que faire avec si peu? Mourir de faim sans doute. Il ne mange rien depuis 2 jours et errer dans la vie lui devient un supplice. Le soir, il dort sous un pont, à l'abri de la pluie ou dans une cour, blotti dans une vieille toile pour se protéger du froid. Mais le jour, il doit marcher de par les rues en quête de Dame Fortune. Celle-ci pourtant ne semble pas décidée à montrer le bout de son nez depuis le printemps dernier où il a débarqué à Paris, en longeant la Bièvre pour découvrir la Seine. Il rêvait de gloire et d'abondance après des années à traîner sa faim dans les chemins creux. Oh, la faim l'accompagne toujours, à Paris comme ailleurs, logé dans le fond de son estomac, à grogner de colère. Sauf qu'ici, manquer de pitance se révèle pire qu'à la campagne, car dans cette ville opulente, chaque rue possède son échoppe, regorgeant de manger et de boire. Les biscuits fumants de cette pâtisserie, comme ils doivent vous réchauffer le corps en hiver. La bière de cet estaminet, comme elle doit vous désaltérer en été. Germain ne supportait plus la vue de tant de délices interdits. Avance sans lever le nez, le regard vissé à la pointe de son soulier troué. Malgré cette précaution, les tentatives l'assaillent toujours. Le fumet d'un ragoût s'échappe depuis la porte ouverte d'une auberge, et par les narines, l'envie lui vient. Les châtaignes éclatent sur la braise d'un vendeur ambulant, et par les oreilles, l'appétit le tenaille. N'en pouvant plus, Germain se sent prêt à dévorer l'étal entier d'un épicier et même à mordre le mollet d'un gendarme qui fait sa ronde pour se faire jeter en prison. Il sait bien qu'à la conciergerie, il aura droit à un bouillon clair. Toujours mieux que rien, son ventre crie famine à en devenir fou. Il accélère le pas, renifle comme un animal les senteurs de la ville, évite les rues à l'odeur de crottin, s'engouffre dans les venelles où le parfum de la nourriture domine. Le voilà face à une rôtisserie. Les poulets dorés tournent sur leurs broches dans une danse hypnotique. Germain s'approche, hume, savoure, se délecte de leur merveilleux bouquet. Un instant, sa faim s'apaise et un sourire de bonheur éclaire son visage. L'ennui, c'est que la broche ne tourne pas toute seule. Un gaillard en actionne la poignée, bedaille rebondit et regard sévère. « Toi, comment oses-tu? Tu viens dérober le parfum de ma volaille. » « Je ne fais rien de mal, se défend Germain, qui n'aime pas qu'on le traite de voleur. »« Si fait, ce sont mes poulets que tu renifles sans aucune gêne. Tu me dois 5 sous. » Le voix du rôtisseur tonne comme l'orage et bientôt un attroupement se forme autour de son échoppe. Chacun de prendre parti, payer pour le bouquet d'un plat. On n'a jamais vu ça, disent les uns. Sans le travail du rôtisseur, point de fumée. Il est donc normal qu'on le rétribue pour cela, soutiennent les autres. Le ton monte
Les Parisiens affamés menacent de pendre le marchand à une lanterne pour lui apprendre à soutirer de l'argent à ceux qui crèvent la misère. Les Parisiens rassasiés s'écrient qu'il faut donner les sergents contre ces agités. Si on tolère qu'un trimardeur vole le parfum d'un poulet, bientôt n'importe qui entrera chez eux pour se servir directement dans le garde-manger. Germain n'en revient pas. Le rôtisseur réclame 5 sous. Il n'en possède que 2. Peut-être doit-il s'en séparer pour calmer la situation et éviter le pire. Combien coûtent vos poulets? 10 sous, aboie méchamment le marchand. Et je vous en réclame que 5, je montre grand prince. La foule rugit de plus belle. 5 sous pour le parfum d'un poulet quand il n'en coûte que 10. On se demande bien qui est le voleur. En même temps, il est certain que les effluves savoureux d'un plat représentent bien la moitié du plaisir qu'on prend à le manger. La température monte encore. Bientôt le feu où rôtissent les poulets n'est pas plus ardent que l'agitation dans la rue. À ce moment, un petit homme au visage rond et coiffé d'un bonnet de nuit apparaît à la fenêtre au-dessus d'eux. Dans le quartier, tous le connaissent et tous le craignent. Il se dit philosophe, on le pense sorcier. Le silence se fait sans qu'il ait besoin de le réclamer. Pourquoi ce tapage pendant ma sieste? Fit l'homme d'une voix calme. Germain bredouille une explication, bientôt coupée par le marchand. Ce dernier tourne l'histoire à son avantage. Lui, un pauvre commerçant dévalisé, se traîne savate à un scélérat sans scrupule. Le sourcil du vieil homme s'écarquille, tandis qu'un sourire en coin se dessine. J'arrive, je devine une solution à votre problème. Chacun attend, curieux et vaguement inquiet. Se pourrait-il que ce magicien jette un vilain sort à tous ceux qui ont perturbé son sommeil? Après une minute qui paraît un siècle au pauvre Germain, le philosophe les rejoint, simplement vêtu d'une robe de chambre bleue, les pieds enfoncés à la va-vite dans une paire de chaussons. Dis-moi, toi, possèdes-tu quelque argent? Demande-t-il au jeune homme en inspectant son costume râpé et sa mine creuse. Nous y voilà, se résigne ce dernier intérieurement. Je vais perdre mes 2 derniers sous pour quelques secondes de plaisir à renifler ces maudites volailles. Cependant, devant l'autorité du vieil homme, son allure étrange et la crainte évidente qu'il inspire à la ronde, il n'ose mentir et acquiesce. Bien, montre-moi ta trousse, je vais évaluer le montant de ta fortune. Abattu, Germain sort la poche de toile de sa liquette et la tend au philosophe. Derrière, le rôtisseur se délecte avec une mine réjouie. S'il l'osait, il se frotterait les mains de satisfaction. Il va engranger quelques pièces sans avoir à céder le moindre de ses poulets. Le voilà qui imagine déjà taxer les passants devant son échoppe et devenir aussi riche qu'un baron. Bien, c'est assez maigre, hein, constate le vieil homme en inspectant le contenu de la bourse. Mais je suppose la somme suffisante. Il se tourne alors vers le visage satisfait du commerçant et tend le piètre trésor tout près de l'oreille de ce dernier. Un regard d'incompréhension traverse la face joufflue du tenancier, tandis que le philosophe secoue la bourse. Les 2 malheureux sous
tentent l'un contre l'autre comme un grelot et grelet. Voilà, rôtisseur, ce pauvre homme a profité du parfum de tes chapeaux. Savoure donc la musique de son argent. Ce disant, il retire la bourse et la redonne à Germain, tandis que la foule éclate de rire. Le marchand cupide fulmine, mais ne proteste pas. Sait-on jamais, cet Olybrius en robe de chambre pourrait bien lui attirer des ennuis d'un simple mouvement de ses épais sourcils. Ravalant sa rage, il se détourne et harangue la foule devant lui comme si de rien n'était. Les beaux poulets rôtis, venez déguster les beaux poulets rôtis. Pendant ce temps, le philosophe s'en retourne chez lui, décidé à reprendre la sieste là où elle était interrompue. Germain le rattrape pour le remercier chaleureusement de l'avoir tiré des griffes de ce vilain rôtisseur. Ne te montre pas dur avec cet homme, dit posément le vieillard. Il redoute de manquer un jour comme toi, et cette peur le pousse à engranger les biens tant qu'il peut, même si pour cela quelque bassesse s'avère nécessaire. La soif la plus ardente est celle de la richesse. Celui qui n'a rien y succomberait tout autant s'il possédait tout. Seul l'homme éclairé sait se prémunir de ce penchant naturel. Mais qui êtes-vous, s'étonne Germain, pour parler avec tant de sagesse? Peu importe, je suis penseur, érudit, observateur, mais aussi lecteur, fin gourmet, scribouilleur. Et pas du tout magicien ou alchimiste, comme le murmuraient certains dans la foule il y a un instant. Bien sûr que non, même si je sais à l'occasion me montrer escamoteur, entourloupeur, prestidigitateur, s'amuse l'homme en gratifiant Germain d'une amicale tape sur l'épaule. Bonne journée à toi, je retourne dans mon lit. Soulagé d'éviter le pire, une arrestation, une rossée, perdre ses derniers sous, Germain s'en va d'une démarche légère, mais rapidement son mouvement s'alourdit. À chaque pas, la faim se rappelle à lui comme un clou enfoncé dans sa chaussure. Que va-t-il devenir? Après ces émotions, il se sent plus faible que jamais. Le voilà qui trébuche, ses jambes le portent avec difficulté. Mais n'a-t-il pas entendu un concert de tintements au moment où il manquait de s'étaler sur le pavé? Il tâte sa poche et la découvre gonflée par sa bourse. Comment est-ce possible? Elle n'était encombrée que par 2 malheureux sous. Il tire le petit sac. Le voilà de cuir et non de tissu. Mieux, il contient une petite poignée de pièces dorées comme il n'en a jamais vu que dans les mains d'autres que lui. Au détour d'une de ces rues, qui sait quelle rencontre Paris va vous offrir? Germain sent son cœur s'alléger. Il mangera à sa faim aujourd'hui, demain et jusqu'au jour proche où il trouvera un labeur pour gagner sa pitance quotidienne. Dame Fortune, finalement, s'est décidée à venir lui sourire sous la forme d'un vieux philosophe, un robe de chambre.
fantôme de l'Opéra Garnier. En cette affaire, il devient difficile de déterminer ce qui relève de l'invention, de la légende ou de la réalité. Pourtant, une série de faits indubitables permet de tracer la biographie du fantôme du Palais Garnier. En 1863, ce palais n'est pas encore construit et l'Opéra de Paris se tient alors dans la salle de la rue Le Pelletier. Emma, la danseuse vedette, s'approche un peu trop près d'une lampe à gaz. Son costume prend feu. Elle meurt quelques mois plus tard des suites de ses blessures et laisse orphelin le jeune Ernest, son fils. Du décrotteur en charge de nettoyer les souliers des visiteurs jusqu'au directeur de l'établissement, en passant par les costumières et les ouvreuses, tout le petit monde de la rue Le Pelletier s'émeut du sort du garçon. Pour ainsi dire, il le recueille, l'aime et assure sa subsistance. Il montre tôt des prédispositions pour la musique et intègre la classe de piano du conservatoire voisin. La direction de l'opéra le considère comme un talent prometteur. Non seulement tous admirent sa virtuosité, mais ses compositions audacieuses impressionnent. À cette époque, aux dernières heures du Second Empire, le Palais Garnier est en construction. On parle déjà d'Ernest pour signer l'œuvre qui inaugurera les lieux. Un bonheur n'arrivant jamais seul, il tombe amoureux d'une ballerine. Le couple annonce son mariage prochain et le garçon oublie un instant son opéra et ses symphonies pour écrire une marche nuptiale. Le 28 octobre 1873, la vie d'Ernest bascule de nouveau. Lors de la répétition d'un ballet rue Le Pelletier, un incendie se déclare et gagne rapidement la charpente du bâtiment qui s'effondre. Les victimes se comptent par dizaines. Le jeune homme qui se tenait dans la salle voit sa future succomber, comme sa mère, des années plus tôt, sous les flammes. Quand il s'éveille plusieurs heures plus tard, recouvert de décombres, le corps meurtri par le feu, il trouve le courage de ramper hors des ruines. Ce nom sera compté au nombre des victimes. Pour tous, Ernest est mort. La salle de l'Opéra de Paris venant de flamber, on accélère les travaux à Garnier. Rapidement, les bruits courent sur le chantier des rumeurs colportées par les maçons et les artisans. Il s'ouvre une tradition qui se perpétuera bien après l'inauguration des lieux. Quelqu'un ou quelque chose rôde. Un couvreur aperçoit une silhouette au sommet de la rotonde garnie d'échafaudages. 1874. Une spectatrice tremble après avoir croisé un homme défiguré dans un couloir. 1883. Un pompier assure avoir perçu une respiration dans l'obscurité
alors qu'il inspectait les accès au lac souterrain qui s'étend sous l'opéra. 1892. Des toits au sous-sol, le spectre se glisse partout. La nuit, on entend un piano résonner dans une salle de répétition. Le fantôme. Le matin, un des contrebassistes trouve sa partition corrigée de quelques fautes laissées par le copiste. Le fantôme. Le soir, une ombre valse au rythme de l'orchestre dans les coulisses. Le fantôme. Parmi tous les gens qui fréquentent pour le métier, pour le plaisir, l'opéra Garnier, les petits rats nourrissent la plus grande fascination pour le monstre. Par les vestiaires de ces jeunes danseuses, les rumeurs concernant le spectre circulent, se transforment et s'enrichissent de détails inventés. Elles le craignent toutes. Cependant, dans les années 1890, une fillette prénommée Christine commence à raconter, à l'inverse, que le fantôme veille sur elle. Traverser le labyrinthe qui représente le palais Garnier, même en pleine nuit, ne saurait l'effrayer car son protecteur la préserve de tout danger. Ses professeurs pensent à une bravade, ses camarades à de la forfanterie, et les choses en restent là. Les années passent et Christine devient une danseuse prometteuse. Ainsi, en 1896, le soir du bal de l'opéra, se déroule sa première conversation avec le fantôme. Cette réception se tient alors chaque année pour le carnaval. Elle rassemble le tout Paris et est toujours le théâtre d'événements piquants qui nourrissent les gazettes de Potin. Christine, en colombine, est abordée par un homme portant un masque d'aigle et une cape noire. Seuls deux trous laissent deviner un regard perpétuellement écarquillé, semblable à celui d'un rapace. « Qui êtes-vous, brave monsieur ?» minaude la jeune femme. « Mais votre protecteur, » répond l'homme d'une voix étouffée. « C'est en tout cas ce titre que vous me donniez enfant. » Christine se rappelle des fanfaronnades concernant le spectre, mais qui peut encore se souvenir de ses gamineries? Derrière ce masque se cache le fantôme de l'opéra, dit-elle d'un ton incrédule. Vous ne croyez plus en moi, je le vois bien, répond l'homme masqué avec tristesse. Moi, j'ai foi en vous. À chacune de vos représentations, je vous admire depuis la loge numéro 5. À ces mots, il tourne les talons et l'abandonne au milieu des autres convives. Christine reste frappée de stupeur. Elle vient d'apercevoir au niveau du col de son interlocuteur, relevé entre le bord du masque et le tissu de la cape, une bande de peau parcheminée comme celle des grands brûlés. Dès le lendemain, elle pose des questions sur la loge numéro 5. Avec beaucoup de réticence, on lui avoue que les lieux sont réservés, moyennant une forte somme, par un mystérieux personnage qui désire demeurer anonyme. Personne ne l'a jamais vu. Pourtant, chaque soir, avant d'entrer en scène, Christine peut discerner dans l'ombre de la loge une silhouette. Un bref instant, deux éclats clignent dans l'obscurité, alors que l'inconnu porte à son regard les jumelles de concert. Après une représentation où elle a particulièrement brillé, elle découvre en coulisses un immense bouquet de roses blanches. Elle n'est pas encore une danseuse de renom et c'est la première fois
qu'un admirateur lui offre un tel bouquet. Elle éprouve alors une vive fierté, mais son cœur se recroqueville d'effroi en remarquant la présence d'un homme, masque d'aigle et cape noire, qu'il observe depuis une passerelle utilisée pour changer les décors entre les actes. Rassemblant son courage, elle se dirige vers l'échelle pour rejoindre son protecteur. Ce dernier, d'un mouvement acrobatique, s'élance pour saisir une des cordes utilisées pour régler le niveau des éclairages. Comme un insecte, il se déplace dans les sommets, au-dessus même de la scène sans que personne ne le voie. Christine ne renonce pas pour autant. « Sire fantôme, dit-elle d'un ton bravache de son enfance, ne partez pas ainsi. » Le spectre disparaît dans le plafond par une trappe à peine visible au milieu des dorures. Avec ténacité, Christine suit le même parcours et rejoint le passage dérobé. Elle débouche dans un espace étroit utilisé pour accéder aux différents lustres de la grande salle de l'opéra. Le feulement de la cape indique la présence de l'homme mystérieux. « Sire fantôme, allez-vous me dire ce que signifie ceci ?» Une ombre bouge sur la gauche. Elle s'approche en silence pendant que son mystérieux admirateur parle. « Vous, le feu ne vous dévorera pas. Les pompiers ont prévu le lac souterrain en cas d'incendie. Je vérifie chaque jour les becs de gaz. Vous êtes si belle, vous ressemblez à un rêve. » Christine cesse son avancée. Le ton du spectre monte. Elle aperçoit toute la démence de l'homme derrière les mots. Elle est son éternel aimé, il fera d'elle la reine de l'opéra, la plus grande danseuse du monde. Il projette de lui écrire des partitions juste pour elle, juste pour sa petite demoiselle. Jusque-là, Christine n'a pas tremblé, ni en escaladant la passerelle, ni en pénétrant dans le faux plafond. Mais à présent, elle a peur. Cet homme transpire la folie et elle ne sait de quoi il est capable. Elle recule. Il ouvre sa cape, masse plus sombre encore que l'obscurité. Elle panique. Où trouver une sortie? L'autre s'enthousiasme. Elle apprendra à le connaître. Elle acceptera sa laideur quand elle découvrira la beauté de son âme. Il fera d'elle une femme adulée comme seule la lune et le soleil peuvent l'être. Un ray de lumière révèle l'emplacement d'une porte. Elle se précipite, mais le fantôme fond sur elle. Il agrippe son bras, baise sa main, déclare sa flamme. Elle tente de se dégager sans succès. Heureusement, une voix retentit dans le corridor où ils viennent de s'engouffrer. « Mais laissez la demoiselle tranquille !» s'exclame un garçon, les bras chargés d'une lourde bobine de fil. L'étreinte se relâche. Christine, sans réfléchir, déguerpit. Quand elle ose se présenter à l'opéra le lendemain matin, tout Garnier est en ébullition. Un jeune machiniste s'est suicidé. On l'a trouvé pendu dans une des galeries supérieures. La jeune fille s'effondre. Que faire? Si elle parle du spectre à la direction ou à la police, elle ne récoltera que des moqueries. Plusieurs semaines passent sans nouvelle manifestation du fantôme. Aussi, Catherine commence à retrouver confiance.
20 mai 1896, un premier rôle se libère et elle fait partie des 2 jeunes prétendantes à pouvoir l'obtenir. Selon leur prestation du soir, la direction choisira l'une ou l'autre. Elle est la première à passer sur scène. Concentrée, déterminée même, elle donne le meilleur de son talent. La salle explose d'applaudissements. La jeune danseuse se sent en confiance, mais sa rivale possède une technique et une grâce qui pourraient lui ravir la vedette. Depuis les coulisses, elle l'observe avant son entrée quand un grand cri s'élève dans la salle. Un choc lourd et un brouhaha obligent l'orchestre à s'interrompre. Tous, machinistes, danseuses, costumières et décorateurs, se précipitent sur la scène. Un des contrepoids du grand lustre s'est détaché avant de s'écraser dans la salle. Sinistrement, quelqu'un remarque que la lourde masse de métal est tombée sur la place numéro 13. Au passage, il a fendu le crâne d'une spectatrice qui a rendu l'âme sur l'instant. Les pompiers entrent, refoulent la foule agglutinée autour de la victime, révélant le désolant tableau au groupe se tenant sur scène. La rivale de Christine, qui comme elle observe, médusée, pousse alors un cri déchirant. Sa mère, c'est sa mère la victime. La représentation est annulée. On demande au public de quitter la salle. Dans les coulisses, le directeur réconforte la malheureuse et lui offre de prendre le repos nécessaire à son rétablissement. Il rejoint ensuite discrètement Christine pour lui annoncer qu'étant donné les circonstances, elle obtient bien évidemment le rôle. Au lieu de se réjouir, Christine se renfrogne et s'éloigne de quelques pas pour observer les hauteurs de la salle. Le spectre se tient comme une araignée malfaisante au centre d'un écheveau de câbles et de cordes utiles aux machinistes de l'opéra. Il a tué à nouveau, pour elle cette fois, pour assurer sa carrière. Une décision s'impose si elle veut éviter que le monstre ne perpètre encore des crimes dans sa quête de faire d'elle une femme adulée comme seule la lune et le soleil peuvent l'être. En guise de réponse au directeur, elle annonce sa résolution de ne plus jamais monter sur les planches. Christine tint parole. Elle se marie, abandonne la danse et n'entend plus jamais parler du fantôme de l'opéra. Pour autant, qu'est devenu le monstre? À partir de cette date, sa trace se perd. Nous noterons tout de même plusieurs faits étranges. Un squelette non identifié découvert sur les berges du lac qui s'étend sous l'opéra. 1908. Une danseuse chute et se rompt le cou sur la 13e marche de l'escalier monumental de l'entrée. 1932. Un incendie criminel manque de faire flamber l'édifice. 1950. Une femme enceinte remarque la présence d'un homme masqué à ses côtés. L'émotion provoque les premières contractions. L'enfant paraît dans un des corridors avant la fin de l'acte 3. 1973. Remarquant le nombre de décès élevé lors des représentations, la direction décide qu'un médecin sera toujours présent dans la salle en échange de billets gratuits. 1992. Encore aujourd'hui, les habitués
du Palais Garnier refuse d'assister au ballet depuis la loge numéro 5. J'espère que cette lecture, ce choix de lecture t'aura plu. J'attends avec impatience tes suggestions, tes commentaires. J'espère que tu as pu glisser lentement vers le sommeil. Il ne me reste plus qu'à refermer le livre et te souhaiter du fond du cœur une très belle et